Sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV, on parle géopolitique dans notre émission ce matin. Fin de course donc pour Guillaume Soro. La question est désormais sur toutes les langues. Dans une vidéo de quelques minutes, le leader de Génération et Peuple Solidaire a annoncé la fin de son exil. Une déclaration qui tombe comme un coup de couperet, puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait préféré partir d'un pays à l'autre pour échapper donc à la broyeuse Ouattara. Outre cette annonce, fait déjà le plein de commentaires, c'est le choix en tout cas de la destination Niamey qui à date nourrit le plus donc de débat sur cette fin d'exil et les perspectives ouvertes par un éventuel retour donc de M. Soro en terre ivoirienne. Comment comprendre cette décision radicale de Guillaume Soro? Dans un instant sur Radio Espace et en exclusivité, mesdames et messieurs, Elhadj Mamadou Traoré, cofondateur des GPS et vieux compagnon donc de Guillaume Soro, il va être en direct ce matin chez nous sur Radio Espace et dans notre émission. Madame Hiro, on a commenté cette actualité évidemment en début de semaine, on a envie de dire lundi, c'était bien ça. Guillaume Soro, désormais du côté de Niamey. Du côté de Niamey, on a vu à travers les différentes démarches qu'il commence à mener de ce côté, avec les autorités. Ouais. On s'est demandé, on a vu un Guillaume Soro un peu amaigri, affaibli par tout ce qu'il a expliqué, mais à l'écouter, on se rend compte que c'est vrai que l'exil peut être difficile, mais être exilé, avoir la possibilité de vivre librement, mener sa vie, c'est autre chose. Mais vivre persécuté, ça se lit sur le physique de la personne. Ouais. On a vu quelqu'un, on a l'impression que, parce que quand on l'a eu ici, quand il a parlé d'avoir le fauteuil au lieu du tabouret, c'était carrément différent. Le physique, la personne qu'on a connue bien potelée, bien en forme, qui était vraiment confiant, qui savait ce qu'il voulait à l'époque. Ouais. Mais là, on a vu une personne qui a été vraiment touchée par le temps, qui est complètement amaigrie. Est-ce que c'est dû aux différentes persécutions qu'il a expliquées pendant toutes ces années? Ouais. Il a été obligé, par exemple, de quitter la France, d'aller vivre ailleurs, à chaque fois se déplacer. Et cette tentative d'arrestation qui a raté, est-ce qu'il se jette finalement dans la gueule du loup? Il se dit, s'il faut se faire arrêter, il faut le faire une bonne fois pour toutes, ou bien c'est une stratégie, c'est une approche qu'il essaie de faire pour pouvoir rentrer au bercail. Ouais. Est-ce une façon de demander pardon? On posera la question de savoir. Est-ce que c'est une approche, dire que oui, je mets un terme à mon exil, c'est facile de le dire, mais face à un homme puissant, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, pour l'instant, Ouattara, c'est l'homme de la Côte d'Ivoire, c'est l'homme fort de la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui va ouvrir les portes à Guillaume. Soit il lui ouvre les portes du pays pour qu'il vienne s'installer librement, ou bien il ouvre les portes pour l'amener en prison. Ça va être l'un des deux quoi. De toutes les façons, nous aurons notre répondant, il nous dira ce qu'il en sera réellement. Justement, le numéro 2, donc cofondateur des GPS. Allez-y, mon cher Obi. Vous savez, le silence, c'est lourd. Ouais. C'est très lourd. C'est pesant. C'est très pesant. Ouais. Et c'est amaigrissant. Ouais. L'exil, je comprends. La traque, je comprends, c'est un homme qui est habitué à cela. L'affrontement, c'est un homme qui est habitué à cela. Il n'a pas sa langue dans la poche et tout ça. Ouais. Mais lorsque vous portez en vous le poids d'une histoire aussi terrible d'un pays pendant plusieurs années, et que vous êtes amené à ne pas pouvoir rentrer en profondeur, être obligé à garder la vérité au fond de vous-même, et dormir avec, vous réveiller chaque matin, c'est très, 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 très lourd. Ouais. S'il avait le choix aujourd'hui, il aurait raconté des choses. Ouais. Et s'il racontait des choses aujourd'hui, je pense que beaucoup d'Ivoiriens se seraient réveillés avec les oreilles comme des orbites. Vous comprenez? Donc moi, je vois ça plutôt comme ça. Je vois un homme dont le silence pèse lourd. Je vois un homme, certes, qui a envie de revenir dans son pays. Je vois un homme, certes, qui se dit avoir été trahi à un certain moment donné parce que la guerre, c'est la guerre. Il y a eu des collaborations. C'est comme Roméo nous racontait tout à l'heure. Il y a eu des collaborations, il y a eu des promesses. Il a perdu des amis, etc., etc. On l'accuse d'un certain nombre de choses qui passent tout le temps à se défendre. Ouais. Vrai ou faux, on n'en sait rien. Bien. Mais ce qui reste clair,
c'est que c'est un sac à vérité difficile à éventrer. Évidemment, mon cher Obi, hein, voilà, pour une fois. Allez, nous partons donc sur le terrain. Et là, Mamadou Traoré est cofondateur des GPS et vieux compagnon donc de Guillaume Soro. Il est en direct ce matin chez les GG Tamba. Les grandes gueules. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien en Guinée. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Je rappelle que vous êtes un vieux compagnon de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui se présente comme... qui s'est présenté puisqu'il a fait un ouvrage où il explique pourquoi il est devenu rebelle. Vous êtes donc son compagnon depuis ces années-là. Ensuite, c'est le gouvernement Ouattara, ministre, puis Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, jusqu'au divorce en fin 2019. Guillaume Soro va prendre ses jambes à son cou. C'est d'abord la France, la Belgique, et puis tout dernièrement, c'est finalement Dubaï. Revenons avec vous, pour commencer, revenons avec vous sur ce parcours de l'exil. Comment Guillaume Soro le vit-il? Quelles sont les grandes expériences que vous enregistrez sur ce parcours d'un monsieur qui a quand même donné du fil à retordre à la gouvernance Ouattara? Tout à fait. Merci beaucoup. Mais avant d'entamer le sujet, permettez que je salue vraiment le peuple guinéen, la population guinéenne. Saluer aussi les autorités de votre chaîne qui nous ont donné la parole pour nous exprimer. Je voudrais aussi saluer les Ivoiriens qui nous suivent, saluer mes compagnons de lutte de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement dirigé par le président Guillaume Soro, et saluer enfin mon leader éclairé, mon mentor, le Tchénik Banani national, le président Guillaume Soro, et lui souhaiter bon retour sur sa terre d'Afrique natale, après 5 longues et dures années d'exil et de traque. Alors, vraiment, vous me posez la question de savoir comment Guillaume Soro a vécu cet exil-là. Mais, vous l'avez dit, Guillaume Soro vraiment a vécu cet exil avec beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration, parce que Guillaume Soro n'avait pas envisagé un seul jour que sous la gouvernance de Alassane Ouattara, celui qui l'a contribué à faire venir au pouvoir, il allait, lui, Guillaume Soro, être traqué comme un animal. J'avoue que c'est une situation qui provoque une grosse frustration au niveau de Guillaume Soro et au niveau de ses partisans et au niveau même de l'ensemble des Ivoiriens lucides. Alors donc, franchement, nous disons que cet exil n'est pas une chose facile. Mais Guillaume Soro vise à cela avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup d'optimisme. Voilà une chose que je peux dire concernant la première impression que j'ai concernant l'exil de Guillaume Soro. Oui, merci. Ténacité, sérénité, tel que vous le dites, mais on voit un homme, pendant qu'il parle, on voit un homme qui a quand même subi les coups de la vie, un homme affaibli. Est-ce qu'on peut parler, avec le recul, est-ce qu'on peut parler d'erreur de stratégie? Est-ce que Guillaume Soro n'a pas été vite en besogne avec Alassane Ouattara, parce que c'est un vieux loup de la politique? Est-ce qu'avec le temps, avec le recul, on se dirait que Guillaume Soro aurait pu être beaucoup plus patient, qu'il aurait eu beaucoup plus à gagner que ce qu'il a fait, en essayant tout de suite de l'affronter et de rompre et de se dire, après vous, c'est moi automatiquement? Alors moi, je dirais que ce n'est pas une erreur de stratégie. Cela est une, stratégie qui participe à la vie politique ivoirienne, qui participe aux ambitions de Guillaume Soro. Je dis que c'est contre sa volonté que Guillaume Soro s'est trouvé en opposition à Alassane Ouattara, le président du RAGP. Ce n'est vraiment pas ce que Guillaume Soro voulait. Étant un compagnon de lutte de Guillaume Soro, je peux vous garantir que nous, on a été témoins de la grande dévotion que Guillaume Soro avait pour Alassane Ouattara. On a été témoins
de la grande confiance que Guillaume Soro avait à l'égard de Alassane Ouattara. Mais écoutez, Guillaume Soro a décidé d'être candidat parce que cette ambition, il avait développé depuis longtemps et il a lui-même plusieurs fois dit, et cela n'a pas été contredit officiellement par Alassane Ouattara, il y a eu des accords secrets entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara en ce qui concerne la gestion du pays. Guillaume Soro l'a dit, en présence de Blaise Compaoré, qui était le médiateur dans la crise ivoirienne, en présence d'un guide religieux, Alassane Ouattara lui avait promis que s'il finissait sa gouvernance, il lui passait tranquillement le relais pour continuer son œuvre. Donc c'est dans cette ambition-là que Guillaume Soro et lui ont fonctionné, jusqu'à ce que, en 2019, il y ait rupture. Et la rupture a eu lieu parce que Alassane Ouattara a voulu que Guillaume Soro intègre le RAGP, le parti politique que Alassane Ouattara venait de mettre en place. Et comme Guillaume Soro n'a pas apprécié la manière dont ce RAGP a été mis en place, et comme Guillaume Soro n'a pas apprécié ce que ce RAGP pouvait donner comme action sur le terrain, il a dit au président Ouattara qu'il ne peut pas participer, il ne peut pas être membre de ce parti. Et donc Alassane Ouattara lui a dit, bon, quand tu ne veux pas être membre de ce parti, il faut démissionner de ton poste de l'Assemblée nationale. Et Guillaume Soro a démissionné. Et je crois que c'est après cette démission de Guillaume Soro que il y a eu ce conflit-là. Oui, cette histoire est bien connue de relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Vous-même, quand vous présentez Soro Guillaume, vous dites le Tchèque Banani, pour ceux qui ne le savent pas, l'enfant terrible de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez, comme on le dit chez nous, vous ne pouvez pas quand même vous emparer du lionceau et passer votre sieste tranquillement? C'est une vieille classe de la politique de notre sous-région, Alassane Ouattara. Est-ce que vous ne vous êtes pas laissé duper en me disant qu'après sa gouvernance, il vous passait le pouvoir, quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, la légalité, c'est aller aux élections et gagner les élections? Non, je tiens à préciser, il n'a pas été dit que Alassane Ouattara allait passer le pouvoir à Guillaume Soro comme son successeur dans le cadre d'un royaume. Non. Il avait dit que le parti dirigé par Alassane Ouattara allait faire de Guillaume Soro son candidat en 2020. Donc Guillaume Soro partait aux élections en 2020 avec la caution de Alassane Ouattara et avec la caution du parti de Alassane Ouattara. Donc c'est fort de cette garantie, de cette assurance que Alassane Ouattara avait donnée à Guillaume Soro, que Guillaume Soro s'était apprêté donc à être le candidat du RAGP en 2020. Très bien. Et même, malheureusement, très bien. Alors, monsieur Traoré, on va certainement... on ne finira pas d'épiloguer sur ce sujet-là, mais dans la déclaration de monsieur Guillaume Soro, il revient, il fait des affirmations plutôt graves. Il se présente comme quelqu'un de traqué, de persécuté par Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'avec vous, on peut revenir sur les différents actes de persécution que M. Soro attribue à Alassane Dramane Ouattara? On parle de Paris, on parle de Bruxelles, on parle d'Istanbul et aujourd'hui on parle de Dubaï. Quelle est la vérité sur ces faits-là? C'est la première question. Guillaume Soro décide de mettre fin à son exil. Quoi qu'étant sur la terre africaine, il est toujours en exil puisqu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il choisit Niamey. On connaît les relations entre Niamey et Abidjan, entre Bamako et Abidjan, comme on appelle Ouagadougou et Abidjan. Pourquoi avoir choisi cet axe-là plutôt qu'un autre? Bien, merci beaucoup. Alors, concernant les tracts de Guillaume Soro, je crois que lui-même il a dit les endroits où il a été traqué lors de son intervention à Paris, en Belgique, à Dubaï et tout dernièrement à Istanbul. Bon, est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus? Je crois que Guillaume Soro s'est largement expliqué là-dessus. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu officiellement un démenti de la part du pouvoir d'Abidjan. Mais c'est vrai que lorsque Guillaume Soro a fait allusion à toutes les tracts
qu'il a subi, les gens ont voulu faire passer cela comme une sorte de persécution inutile qu'il se donnait. Voilà pourquoi beaucoup ne l'ont pas compris. Mais moi, je vais vous le dire, Guillaume Soro s'est présenté, tout le monde a vu l'état physique de Guillaume Soro, mais sachez qu'en matière de communication, c'était une communication, je dirais, corporelle qu'il a voulu montrer aux gens. À partir de son état physique, il a voulu montrer au monde entier que, effectivement, il était traqué. Parce qu'un homme qui est traqué ne peut pas avoir une forme normale comme on souhaite. Donc, c'est un peu à partir de cette physionomie qu'il a montré, de son personnage qu'il a montré, qu'on a la preuve qu'effectivement, Guillaume Soro ne vivait pas en exil comme Alassane Ouattara, lui, il a vécu, parce qu'Alassane Ouattara, il a connu l'exil, mais il n'a pas été traqué. Et donc, Guillaume Soro, lui, il a connu l'exil, mais en plus de l'exil, il a été traqué. Et donc, forcément, ça va créer des stress. Il a été persécuté, ça va créer des stress. Donc, je dis et je répète que Guillaume Soro a effectivement été traqué en France, en Belgique, en Dubaï, en Turquie, un peu partout. Et ça n'a pas encore été... La deuxième, très bien. Sur la deuxième question... oui. le choix de Niamey. Niamey, c'est pas la Côte d'Ivoire, ce qui laisse dire que l'exil n'est pas encore terminé. On l'attendait à Abidjan, mais il a choisi Niamey. Pourquoi ce choix, en sachant que entre Niamey et Abidjan, c'est pas la meilleure relation du monde? Alors, si vous avez bien lu le communiqué de Guillaume sur l'intervention, il a dit qu'il mettait fin à son exil et qu'il retrouvait sa terre d'Afrique. En fait, il s'agissait de mettre fin à l'exil en Europe et en Asie. Et il est venu en Afrique. Donc l'exil n'est pas fini. Donc l'exil n'est pas fini. Oui, en fait, son exil en Europe et en Orient, enfin en Asie, ça c'est fini. Mais en Afrique, je pense que c'est une période intermédiaire. Il va venir en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il est venu à Niamey? Si vous avez aussi écouté l'intervention du président Guillaume Soro après son intervention avec le président de la transition nigérienne, il a dit, ce n'est pas l'intention qui a manqué. Même en Guinée, chez vous, à un moment donné, Guillaume Soro avait voulu venir en Guinée, voir intervenir, parce que le président guinéen, l'ex-président guinéen, était quand même un ami de Guillaume Soro. Mais il a été empêché de venir en Guinée. Sinon, il voulait venir en Guinée. Et ce n'est pas aussi des pays africains qu'il n'a pas voulu visiter, mais il a dit, beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas voulu lui tendre la main. Alors, le Niger a décidé de lui tendre la main. Il a décidé donc de venir au Niger parce que le Niger lui a tendu la main. C'est vrai. Lui tendre la main. Lui tendre la main. Lui tendre la main. Parce que on parle de 5 années d'exil déjà, c'est pas rien. On parlait aussi de la question de l'amaigrissement, de l'assèchement de ses ressources. Lui tendre la main en faisant quoi? Est-ce que Guillaume Soro est un employé aujourd'hui de l'État nigérien? Conseille-t-il Abdourahmane Tiani? Alors, lui tendre la main, c'est justement lui permettre d'avoir une terre d'accueil, le temps donc de se préparer à revenir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Traoré, les températures à Niamey, c'est toujours tout près de 50 degrés. Ce n'est pas les températures les plus proches de Abidjan, les températures auxquelles il est habitué. Dans son état physique, on voit bien qu'il a subi l'exil. Il va à Niamey, il va s'y installer. Mais on ne choisit pas d'aller au four comme ça. Qu'est-ce qu'il gagne en retour? Conseille-t-il la junte nigérienne aujourd'hui? Lui qui connaît quand même, lui qui a quand même fait la guerre, qui connaît bien le maquis. Alors, je vous dis ceci, que c'est la junte nigérienne qui a accepté de l'accueillir. Il vient au niveau du Niger, à mon avis, pour essayer donc de préparer son retour en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis ceci, il ne va pas préparer son retour comme beaucoup le croient. Parce que Guillaume Soro, je tiens à vous dire, il a fait une rébellion et plus d'une fois, il a demandé publiquement pardon aux Ivoiriens. Et il a dit clairement qu'il regrettait l'action qu'il allait faire. Donc je dis et je répète, pour le Guillaume Soro que moi je connais, ce n'est plus un monsieur qui est dans une posture de vouloir rentrer en Côte d'Ivoire comme il est rentré en Côte d'Ivoire en 2002. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, pourquoi il est au Niger? À mon avis, il cherche des alliés pour pouvoir favoriser
son arrivée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous dit que Guillaume Soro, et ça je sais qu'il a dit... Mais Niamey n'est pas le meilleur allié dans ce cas. Pourquoi il ne le ferait pas auprès des amis de Ouattara aujourd'hui? Là, ça risque de sonner même comme de la provocation et de la défiance vis-à-vis de Ouattara. Vous demandez pourquoi il ne vient pas auprès des amis de Ouattara. Le président Alpha était un ami de Ouattara comme un ami de Guillaume Soro. Guillaume Soro a voulu venir chez lui, mais il a été empêché de venir parce que sûrement Alassane Ouattara a dû dire à son ami de ne pas recevoir Guillaume Soro. Guillaume Soro ne peut pas aller aujourd'hui au Sénégal parce qu'on sait les relations qui existent entre Macky Sall et le président Ouattara. Donc, la jeune a accepté de le recevoir. Il vient, c'est vrai que ça va créer des frustrations peut-être du côté d'Abidjan, mais moi je pense que pour le moment, qu'on permette à Guillaume Soro d'être au Niger et puis qu'on observe, moi je suis convaincu que vous serez surpris que grâce à Guillaume Soro, peut-être les relations entre Abidjan et Niamey vont se réchauffer. Et ça, j'en suis convaincu. Alors j'ai commencé mon intervention par souligner l'état physique de Guillaume Soro et je mettais ça au compte du long silence dans lequel l'homme a été versé pendant toutes ces années. Même si vous nous rassurez aujourd'hui qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens, mais on sait très bien qu'il n'a pas dit toute la part de la vérité au cours de cette guerre. Et je ne pense pas que Guillaume Soro soit amaigri financièrement parce que je sais que c'est un homme de réseau et il a beaucoup d'amis. Mais est-ce que ce n'est pas le poids du silence de l'histoire qui joue aujourd'hui sur la condition physique de l'homme? Alors, je voudrais vous informer que, contrairement à ce que beaucoup croient, Guillaume Soro n'est pas un homme gros. Regardez Guillaume Soro l'a fait ici. Il était maigre. Et c'est pendant son exil au Burkina Faso, avant de venir en Côte d'Ivoire, qu'il a grossi. Quand il était à l'Assemblée, il était bien. Quand il était à l'Assemblée, il avait un bon point. Ouais, vous avez vu ses joues. Oui, quand même, son gabarit, c'était tout près de Bédier. À l'Assemblée, il avait un bon point. Non. S'il vous plaît, à l'Assemblée, il n'était pas aussi gros que lorsqu'il était pendant, il faisait la rébellion. Tenez-vous bien. Quand en 2013, Guillaume Soro a commencé sa cure d'amaigrissement, parce que ses médecins lui ont dit que, en fonction de sa taille et de son poids, il pouvait avoir des maladies qui n'étaient pas bien, un peu comme le diabète ou la tension artérielle. Donc, quand Guillaume Soro a suivi une cure d'amaigrissement, déjà en 2013, des Ivoiriens avaient commencé à dire que Guillaume Soro serait malade. Ce qui n'était pas vrai. On l'a même accusé, on l'avait même dit qu'il avait eu une insuffisance rénale, ce qui n'était faux. C'est vrai qu'après, avec les activités, il n'a pas pu suivre son régime comme il fallait. Aujourd'hui, je me dis que de l'exil, il a suivi le régime. Il a eu le temps de suivre son régime parce qu'il n'avait plus beaucoup d'activités comme avant. Un régime là est efficace. C'est un régime particulièrement efficace. Mais ça m'inspire quand même une question. Je sais que aujourd'hui, la tendance en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale. C'est sur toutes les langues. Oui. On entend Charles Blé Goudé, on entend le président Laurent Gbagbo, même si parfois le ton monte un peu. Mais c'est le discours en vogue aussi dans la galaxie présidentielle autour de Ouattara. Est-ce que cette annonce n'est pas en relief avec cette actualité ivoirienne? Profiter de cette vague-là et se retrouver en Côte d'Ivoire et bénéficier, pourquoi pas, des largesses et de la magnanimité gracieuse du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le bout recherché par M. Soro? Mais dans tous les cas, je vous dis, Guillaume Soro n'a jamais voulu rester en exil. Il a toujours souhaité rentrer dans son pays. Et en matière de réconciliation nationale, je tiens à vous préciser, et vous pourrez le vérifier, Guillaume Soro a été l'un des tout premiers d'ailleurs à chanter la réconciliation nationale. Et pour ça même d'ailleurs, il avait été combattu par beaucoup de militants du président Alassane Ouattara. Donc je dis, en disant qu'il veut rentrer dans son pays, et dans cette vague de réconciliation nationale, pour nous donc, il veut donner l'occasion à Alassane Ouattara de tendre, de profiter de cette occasion-là pour permettre que lui, Guillaume Soro, rentre dans son pays, un peu comme Blé Goudé l'a fait, un peu comme Laurent Gbagbo l'a fait. Donc, si Alassane Ouattara décide donc de s'intégrer dans cette vague de réconciliation nationale, Guillaume Soro est à 2 pas de la Côte d'Ivoire, contrairement à la France ou à Dubaï, mais c'est l'occasion donc de créer les conditions pour qu'il rentre. Je dis que si les conditions sont réunies, si toutes les garanties sont données à Guillaume Soro, mais Guillaume Soro ne va pas hésiter à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est son vœu le plus cher, c'est le vœu de tous les Ivoiriens.
Alors, l'autre question, qu'est-ce que Guillaume Soro pourrait-il aujourd'hui avoir de si important, caché ou détenu par lui, en tout cas contre Ouattara, et qu'il ne veuille pas du coup à ce qu'il rentre au pays, à votre avis? Bon, moi, je vais vous dire une chose, la vérité, vous savez qu'il y a une condamnation à perpétuité qui pèse sur le dos du président Guillaume Soro. Donc, quelqu'un qui est condamné à perpétuité, s'il décide de rentrer dans son pays sans aucune garantie, sachez très bien qu'il va aller directement en prison. Bien. Ne demandez pas à Guillaume Soro d'aller se livrer comme ça, sans aucune garantie. Ça, c'est un. Maintenant, pourquoi il y a ce problème-là? Je vous dis qu'il y a un problème d'adversité politique. Moi, je pense entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que le fait que Guillaume Soro ait décidé d'être candidat en 2020 sans la caution de Alassane Ouattara, je pense que ça a été l'un des problèmes majeurs entre lui et Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a trouvé que, en agissant ainsi, Guillaume Soro l'a défié. Et je pense qu'Alassane Ouattara veut lui faire payer cette défiance-là qu'il a eue à son égard. Voilà. Sinon, les choses cachées dont vous parlez, bon, vous savez, Guillaume Soro l'a dit, il a beaucoup de secrets, mais il y a des secrets avec lesquels il va mourir. Bien sûr que oui. Si les gens attendent de lui de dire certains secrets pour pouvoir peut-être mettre Alassane Ouattara mal à l'aise, il a dit. Voilà. La vérité qui dérange, on a compris, hein, Monsieur Traoré. Les dernières questions, Tabar. En une phrase, quelle perspective aujourd'hui pour Monsieur Guillaume Soro? Il est à Niamey, mais à quoi s'attendre dans les semaines, les mois, pourquoi pas les années à venir? Je pense que dans les mois à venir, il faut s'attendre à ce que, au niveau des peut-être négociations qui vont se mener, à ce que Guillaume Soro rentre au pays. Et moi, je pense que le président Alassane Ouattara, vu que tous les Ivoiriens aujourd'hui même souhaitent qu'il rentre, parce que même des militants du RAGP qui ont vu Guillaume Soro dans cet état-là, ont dit, ben, écoute, monsieur le président, c'est vrai, vous dites que c'est votre fils. Personne ne veut voir son fils dans un tel état et puis le laisser dans cette situation-là. Voilà, finalement vous avouez dans quel état. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Non, vous avez dit qu'il a amaigri. Oui, vous avez dit qu'il a fait le régime. Maintenant, profite. Non, il profite justement de l'occasion pour le faire rentrer au pays. Bien. Il donne les garanties pour qu'il y rentre. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Traoré, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des GPS et vieux compagnon donc de Guillaume Soro. Il était en direct ce matin chez les GG. Dans un instant, le mur du jour et les sondages. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. On aime cet instant sur Radio Espace. Ma grande Sané, évidemment. Ah voilà. Il s'est barré, hein, carrément. Ruby est parti, il est sorti du garçon, studio. il est bizarre, hein. Alors, oui, c'est parce qu'il est concerné. Tamba a pris 2 murs et Daouda en a pris 3. Et puis Ruby a pris 4 murs. Donc, il est le mur du jour. Carrément, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a le sondage. Non, pas de commentaire. Voilà. Alors, le sondage. La question a été la suivante. Lequel parmi les chroniqueurs du jour vous a le plus convaincu? 48% ont été convaincus par Dame Moussa Yeroba, 25% par Tamba Zakari Milimono, 2% par Daouda Mohamed et puis 24% pour Ruby. Et ça, ce sont les sondages de Facebook. Pour ce qui est de YouTube, on a donc pour la même question 32% qui ont été convaincus par Dame Moussa Yero, 34% par Tamba Zakari, 8% par Daouda Mohamed et puis Ruby 26%. C'est ça. Ruby, évidemment. Ce matin, il était intenable. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Allez, dans un instant, les conseils des grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules, les affaires courantes, les conseils des grandes gueules. Les affaires courantes, le conseil des grandes gueules, évidemment, mon cher Ruby. Allez, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous savez très bien que le football guinéen n'est pas le seul sport pratiqué en Guinée. Il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, il y a eu tous les cris de cœur et chaque ministre qui est venu à ce département nous a promis que chaque sport serait doté de moyens afin de grandir. On a essayé le Sili national, on a essayé. Ça finit par des crises cardiaques, ça finit par des pères de famille qui sont morts dans leur fauteuil. Je pense qu'aujourd'hui,
d'autres sports sont à même de nous honorer, de nous envoyer des trophées. Je pense au basketball, je pense au volleyball, je pense à d'autres sports. Je voudrais vraiment que ce soit une réflexion mûrie. Que le budget soit un budget équilibré entre ces sports. Voilà, entre les compétitions, c'est bien dit, mais les disciplines plutôt. Merci beaucoup. C'est ça qui fait la République. Voilà, évidemment. Ne pas seulement miser que sur le Nimba national. Voilà, c'est bien dit, mon cher Obi. Merci beaucoup. Hein. Voilà, et cette disparition, justement, qui inquiète aussi Daouda Mohamed Kamara dans les affaires courantes. Justement, je crois que Tamba a apporté le sujet dans les grandes gueules. Il s'agit bien du colonel Célestin Bilivogui, le colonel qui a disparu en haute mer. C'est incroyable ça quand même. Non, je ne pense pas qu'il soit Bilivogui. Voilà, c'est le nom c'est le nom qui nous a été remonté. En tout cas, c'est le colonel qui jusqu'à présent... Pas d'information, rien du tout. Pas d'information. Au niveau de l'armée, le ministère de la Défense. Vous savez, quand il y a de telles disparitions, on a écouté par exemple de ce côté, on annonce une disparition, même si on a la certitude de la mort, et il faut attendre sur une période avant de déclarer la mort. Ça dure quand même. Oui, ça dure. Parfois, ça peut prendre 2 mois ou 3 mois. Et voilà. Ce qui s'est passé, il est allé en mer et avec d'autres personnes. Il y a eu ce naufrage. Et ça a été confirmé par des équipes qui se sont dépêchées, qui sont allées voir ce qu'il en était. Sur plusieurs jours, il y a des patrouilles qui se sont organisées pour pouvoir le retrouver. Jusque-là, il n'a pas été retrouvé. La mine, le CNSP a dépêché une délégation, le ministère de la Défense a dépêché une délégation en famille. Ça, c'est donc un fait. Ce sont des faits sur lesquels nous sommes revenus ici. On a entendu la famille également. On a relayé tout ça ici à l'antenne. Mais mieux, ce qui se passe, Daouda a raison. Je crois qu'il y a ces 3 mois qui doivent s'écouler jusque dans cette période. On dira il est disparu. Et c'est seulement après, certainement, qu'on pourrait déclarer autre chose entre-temps. Mais sur plusieurs mois, en tout cas, il reste de cette façon. Donc, il y a une action, en tout cas, auprès du département. Ça, il faut le reconnaître. Mais on comprend aussi la famille. C'est le père de famille qui a disparu. Évidemment. Il y a de quoi en attendre plus. Pendant ce temps, du côté de Niasdine, on attend toujours la réaction de la direction de ce côté. Oui, on attend toujours la réaction de la direction. Et quelqu'un m'a dit qu'il ne viendra pas, mais bon, nous, on va espérer pouvoir l'avoir lundi. Espérer vraiment qu'il veuille prendre la parole. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, Lamine, nous essayons d'aider. Évidemment. À notre manière. Et quand vous avez un directeur qui vient dans votre studio et qui s'évertue à vouloir justifier l'injustifiable, il oublie en fait qu'il se fait mal à lui tout seul. C'est ça. Or, l'idée, en vous invitant sur notre plateau, c'est partager avec nous et avec l'opinion vos difficultés et vos propositions de solutions. C'est tout ce que nous faisons. Sauf qu'on prend les grandes gueules comme des adversaires, alors qu'on se fait quand même l'écho, sans commune mesure, des besoins des entités publiques. Et chaque directeur, normalement, à la place, aurait dû comprendre cela et sauter sur l'occasion d'être sur un tel plateau où directement l'État peut voir. Voilà. Pendant ce temps, du côté de nomination, on parle de Bata. Hier, plus de décrets ces derniers temps, Madame Yoro. Du côté de Bata, il y a du nouveau. En plus, c'est un ex de CNDD qui est revenu là. En force. Pardon, allez, appuyez le micro, appuyez le bouton. Il y a du nouveau, des radiations, des nominations, mais je pense que ça en dit long. Il va falloir qu'on revienne sur cette situation parce que, vous savez, les événements du 4 novembre, en attendant de répondre à la convocation de la HAC, il y a des choses à dire. Énormément. L'armée n'a qu'à assumer. C'est pas en coupant des têtes qu'on va se sauver soi. Il y a des responsabilités. Qui sont ailleurs. On est en train de couper l'herbe là où il ne faut pas. Des innocents. Exactement. Et on reviendra dessus de toute manière. Alors, on reviendra dessus. Voilà, Lamine, je voulais en parler. J'ai voulu en parler. Et l'armée, là, on va revenir dessus. Non, pas de la censure. Tu me demandes de me taire. Alors, il est un type de garçon là. Alors, l'autre question. C'est un shaitan. L'autre question, Lamine, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème latent. À la cantine scolaire.
Vous savez, à la cantine scolaire, oui. Ouais. Il y a un J'ai problème. vu Guillaume ces derniers temps. Hein? Voilà. Ouais. Et ce que beaucoup ne savent pas, cette quantité de riz qui a été portée jusqu'à Bofa, Bofa n'a pas de cantine scolaire. Bien. Allez, au moins c'est dit. Le riz était entre Matoto et Bofa, alors que Bofa n'a pas de cantine scolaire. Le problème aujourd'hui de ce qu'on apprend, c'est vivement la tête de l'actuelle directrice de la cantine scolaire, qui en a d'ailleurs, il faut le dire, comme une sorte de bébé pour elle. Daouda était dangereux. Très rapidement, mais alors là, très rapidement, au niveau des nouvelles nominations, je voudrais vous rappeler que le colonel Sarr Alphonse, qui revient à la tête du Bata, était celui qui avait été accusé dans le fameux coup d'État contre Dadis lorsqu'il devait partir en Libye. Il a eu la vie dure, il a eu la vie extrêmement dure. Il a été jeté du côté de Kassa. Et quand Sekouba est revenu, Sekouba l'a repris. Il l'a envoyé à Kindia. De Kindia, Alpha Condé est venu. Il a trouvé que c'était un élément un peu trop dangereux. On l'a envoyé du côté de la CBG, aux côtés de la CBG à Sangaredi. Qu'à cela ne tienne, Tamba, le meilleur, c'est où? J'allais dire que c'est ici. Voilà. J'allais dire que le meilleur c'est ici. Bon, ça c'est connu. Bon, mais sur le cas du colonel Sarr Alphonse, bon, voici quelqu'un dont on vous dit, bon, on l'a pris, on l'a envoyé à Kassa, il a été découpé, mis dans de l'acide, il a disparu. Parce que j'ai appris ça aussi. Et qui survit, enfin, qui revient. Je sais pas, parce que j'ai appris un moment qu'il y a un militaire qui avait giflé Alpha. C'est un militaire. C'était pas lui. Non, ça c'est un autre. Ah ben d'accord, ok. Ça c'est sur les événements de Piné. Bien. C'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous vous rappelez le procès? Mais lui, il a été décapité quand même. Ouais, bon. Ah, mais non, j'ai entendu ça, mais les gars. Pardon. J'en sais rien. Il aurait été. Là, c'est moi qui te demande de parler moins. Ce qui reste clair, c'est un grand homme, c'est une grande référence de l'armée. Bien. Alphonse. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci à Blora Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio. Mafata Sano était là évidemment. Vous vous êtes rendu compte, mesdames et messieurs. Merci à vous tous. À midi 10, les dames vous attendent là avec Conakry midi. La semaine prochaine, évidemment. Prenez soin de vous. Au revoir.